Salut Mégane. Salut Pauline. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et de sexualité pour les femmes. Cette semaine sur Truc de Meuf, on va parler de la charge mentale et pour ça nous avons eu le plaisir de recevoir à notre micro Nina du collectif Ta pensée A. Et elle va nous donner des conseils pour qu'elle soit mieux répartie et partagée au sein du foyer, cette charge mentale, mais aussi nous parler du collectif et nous expliquer les actions qui sont mises en place justement pour éviter que les femmes subissent trop cette charge mentale. Bonne écoute. Alors bonjour Nina. Bonjour. Aujourd'hui on est ensemble du coup pour parler de la charge mentale. Mais avant de commencer à parler de ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors très brièvement, moi je suis Nina, je fais partie du collectif Ta pensée A depuis le mois d'octobre 2020. Puis voilà, à part ça, j'ai une autre activité professionnelle à côté et puis voilà. Du coup, tu nous parles de ce collectif, tu nous parles de ce collectif Ta pensée A, qui est du coup un collectif qui parle de la charge mentale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, on est vraiment, on travaille quasi exclusivement sur les problématiques liées aux tâches domestiques et à la charge mentale au sein majoritairement du couple hétérosexuel. On aborde aussi sur le compte Instagram d'autres thématiques liées au féminisme, mais la charge mentale, c'est vraiment notre cœur de travail. Et du coup, quand est-ce qu'il a été créé ce collectif ? Et est-ce que tu pourrais nous dire comment l'idée, elle est née ? Alors le compte, au départ, c'était vraiment un compte Instagram. C'était Colline Charpentier donc qui a créé ce compte en 2018, je crois. C'est elle qui l'a vraiment créé toute seule parce qu'elle s'est rendue compte que elle a eu un déclic en fait par rapport à son expérience à elle de la maternité, qui l'a amenée en fait à réaliser que dans son entourage, les femmes avaient le souci permanent d'organiser la vie de leur foyer, l'éducation de leurs enfants, vraiment de manière exemplaire, avec toute la pression et les injonctions de leur entourage et de la société. Donc, elle a créé ce compte-là, elle l'a géré toute seule pendant à peu près 2 ans, et en octobre 2020, voyant que c'était une trop grosse charge de travail pour une seule personne, elle a ouvert le compte en collectif. Du coup, plusieurs personnes ont rejoint le collectif à ce moment-là, donc en octobre 2020. Et aujourd'hui, on est plusieurs personnes à gérer le compte Instagram et à faire d'autres actions en parallèle. Et du coup, peut-être que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu simplement, même si j'imagine qu'on a beaucoup de femmes qui nous écoutent, elles savent ce que c'est, nous expliquer ce que c'est la charge mentale. Oui. Alors, la charge mentale, surtout ce qui est important, c'est de ne pas la confondre avec les tâches domestiques. Donc, vraiment, cette distinction-là, même si les deux choses sont très, très liées, mais la charge mentale, c'est vraiment l'ensemble des pensées qui vont être dirigées vers la gestion ou la planification de la vie domestique. La charge mentale, c'est pas le fait de faire les tâches, mais c'est vraiment penser à les faire. Penser à l'organisation, penser à la gestion du temps, que ce soit du couple ou de la famille. Il y a vraiment cette différence-là. Je reprends toujours un exemple assez simple. Sortir les poubelles, c'est une tâche domestique. Penser qu'on est dimanche soir, que le bac à poubelles est plein et qu'il va falloir sortir les poubelles ce soir, là, c'est de la charge mentale. Ouais. Oui, ou par exemple, je prends l'exemple de moi dans mon foyer, des poubelles jaunes, c'est le jeudi, une fois toutes les 2 semaines. Y penser et se dire, faut pas oublier que c'est tel jour. Mettre un rappel sur son téléphone parce que si moi j'y pense pas, personne va y penser. Ça, c'est considéré comme de la charge mentale du coup. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment de se dire d'être la personne dans le foyer qui va penser là ce soir il faut sortir les poubelles, ou là ce matin j'ai vu qu'il y avait plus de pain, donc je sais que en sortant du travail je vais devoir aller acheter du pain, ou déléguer cette tâche. Même le fait de déléguer les tâches à un autre membre du foyer, ça reste de la charge mentale. Oui, parce que même si c'est pas toi qui accomplis la tâche, c'est si toi tu n'y penses pas, y a pas de tâche en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, tu dirais que c'est quelque chose qui est quand même plutôt féminin, d'avoir justement de la charge mentale ? Ouais, la charge mentale, nous, c'est ce dont on se rend compte via les témoignages qu'on reçoit, et même toutes les études le disent, la charge mentale, elle touche davantage les femmes. C'est vraiment les femmes qui portent en grande majorité la charge mentale dans leur foyer. Oui, c'est vrai, c'est ce qui ressort beaucoup, et même quand on parle avec des femmes, ou même des couples, de toute façon,
la plupart du temps, c'est la femme qui a le poids de cette charge, en fait, tout le temps, quoi. Même quand il n'y a pas d'enfant. Oui, c'est ça, même quand il n'y a pas d'enfant. Ouais, juste dans un couple, avant même de fonder une famille ou quoi, je trouve qu'il y a déjà une charge mentale, je sais pas, par exemple, pour les papiers, pour la gestion de la maison, des courses, du ménage, etc. Je trouve qu'il y a déjà, qu'on sent déjà qu'il y a une charge mentale qui est sur les femmes, quoi. Oui, c'est ça, mais la charge mentale, en fait, ça commence même très petit. Moi, j'ai un exemple qui m'avait frappé il y a quelques années en arrière. Je travaillais en parc d'attractions. Et ce que je remarquais, c'est que c'était souvent même des petites filles, qui avaient 8 ou 10 ans, qui s'occupaient des enfants un peu plus jeunes. Enfin, qui s'occupaient, elles s'en occupaient pas, mais qui étaient avec elles, qui les installaient dans les manèges ou quoi, alors que des petits garçons du même âge n'avaient pas du tout ces comportements-là. Ouais. Donc, ces petites filles-là, elles avaient déjà intégré que c'était à elles de s'occuper de leur famille, des plus jeunes. Donc, c'est déjà un premier pas vers ce travail de charge mentale. Oui, du coup, ce que tu veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on nous apprend dès l'enfance, que en tant que femme, notre rôle, entre guillemets, c'est de s'occuper du foyer, s'occuper des enfants, ou même pas s'il n'y en a pas, mais que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment qui est dès le plus jeune âge. Ah oui, dès toutes petites, c'est vraiment, les femmes sont conditionnées, entre guillemets, à s'occuper de leur foyer, de leur famille. On le voit très bien avec les jouets. Quand vous allez dans un magasin de jouets, ça commence à évoluer un petit peu, mais il y a encore beaucoup de rayons qui sont très genrés. Les jouets sont très, très genrés, et tout ce qui est marketé à destination des petites filles, c'est vraiment tout ce qui est reproduction de la vie quotidienne. Oui, c'est ça. La cuisine, le ménage, les chariots, les ménages, les poupées pour s'occuper des enfants, etc. quoi. Oui, c'est vrai. Hein. Alors que vers les petits garçons, on va plus marketer les petites voitures, des trucs un petit peu plus, moins domestiques, plus tournés vers l'extérieur. Donc déjà dès tout petit, en fait, on est très conditionné avec ces rôles genrés-là et ces stéréotypes de genre. Du coup, est-ce que là, avec votre collectif, le compte Instagram ou les actions que vous menez, vous essayez justement de lutter contre ça? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place rien qu'à notre échelle au sein de nos propres foyers pour justement mieux répartir la charge mentale? Alors, au sein du foyer, il y a malheureusement pas de solution miracle qui va être universelle pour tous les foyers. Ça, c'est vraiment en fonction du fonctionnement de chacun. Faut savoir de toute façon que la charge mentale au sein du foyer, elle est incompressible. On peut pas la diminuer. La charge mentale, elle est là. Les tâches domestiques qui doivent être faites, elles sont là. L'organisation du foyer, c'est là, ça existe et ça bouge pas en fait. Il y a une quantité de charge mentale et de tâches domestiques qui existent et qui sont très très peu diminuables. Donc la solution, l'une des solutions en tout cas, c'est de répartir mieux au sein de son foyer qui porte la charge mentale. C'est pas forcément évident, c'est à part déjà d'une prise de conscience. Déjà, il faut que les femmes et les hommes prennent conscience de la disparité en fait de cette charge mentale et de ces tâches domestiques. Donc, c'est déjà un premier pas qui est pas forcément évident, de se rendre compte que dans son foyer, dans son couple, il y a des dysfonctionnements de ce genre-là. Donc une fois qu'on a pris conscience de ces problèmes, il faut pouvoir mettre en place des solutions. Et là, il n'y a rien d'universel, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour tel couple, pour tel foyer, pour telle famille. Ça peut être, certains vont faire des plannings de tâches, certains vont se réunir autour d'une table tous les mois ou toutes les semaines pour voir un petit peu où ils en sont et répartir peut-être les tâches. Il y a beaucoup de choses. Après, le fait est aussi que souvent les personnes qui sont à l'origine de ces démarches-là, de répartir mieux la charge mentale, ce sont les femmes. C'est très très rarement les hommes qui un jour vont se réveiller en disant « Là, je vois que les tâches domestiques sont mal réparties, on va essayer de faire changer ça ». Oui, et encore une fois, très souvent les femmes qui prennent ça en compte. Donc c'est encore une charge supplémentaire d'être à l'initiative de la répartition de la charge, finalement. C'est ça. Et puis, ça peut être aussi une charge supplémentaire. Et c'est pour ça aussi parfois qu'il y a des femmes qui abandonnent tout simplement le fait de répartir mieux les tâches domestiques. C'est que c'est aussi une charge pour elles, dans les premiers temps, de surveiller, d'être bien sûr que le partenaire va bien faire ses tâches et de pas être... Parfois, va falloir lui répéter « Ah, c'était à toi de faire la vaisselle aujourd'hui, tu l'as pas fait. » Enfin, ça peut créer de la charge mentale supplémentaire d'essayer de répartir mieux les choses. Mais bon. Ouais,
Ouais, je suis d'accord parce que je sais que, par exemple, pour certaines choses, par exemple, moi, dans mon foyer, on essaye de répartir un petit peu. Bon, j'avoue que c'est quand même moi qui prends quand même la plus grosse part de tout ça, quoi. Et à des moments, j'ai déjà dit à mon compagnon, est-ce que tu peux faire ça? Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'en fait, ça me demandait plus d'énergie de lui demander de le faire et de voir qu'il l'avait fait correctement, ou est-ce que il l'a vraiment fait, machin, etc., ou du répéter, que de le faire moi-même. Et du coup, il y a des choses où je me disais, bon, bah, finalement, est-ce que c'est pas plus simple et moins, ça me demande moins d'énergie et ça prend moins de place dans ma tête de le faire moi-même, que de lui demander à lui de le faire et de lui répéter ou de checker qu'il l'a bien fait, quoi. Oui, c'est ça, ça peut prendre moins d'énergie et moins de temps de faire la tâche soi-même, plutôt que d'aller trouver son conjoint, de lui dire est-ce que tu peux faire ça? Et puis après de lui répéter, parce que parfois il va pas le faire tout de suite. Et puis de vérifier derrière que ça a bien été fait, ou de se rendre compte que ça a pas été fait, d'aller le... Enfin, ouais, ça peut prendre plus de temps et plus d'énergie, et on n'a pas forcément l'énergie ou la motivation pour faire ça. Donc ouais, parfois on laisse tomber, on fait la tâche soi-même parce que c'est plus simple sur le moment. Et puis t'es pas sa mère, en fait, il y a un peu quand même C'est un peu ce que tu disais, c'est quelque chose qui est ancré depuis qu'on est petit, donc c'est vraiment une question d'éducation. Je sais que, enfin, moi, dans mon couple, effectivement, mon mec, il fait plein de choses, donc j'ai pas vraiment ce souci-là. C'est plus avec l'arrivée d'enfants que la charge mentale, je l'ai vraiment plus ressentie de toutes les choses auxquelles il faut penser, pour deux, pour trois, parce que quand t'as un enfant avec toi, tu peux pas partir à l'arrache comme quand t'en as pas, et souvent étant à la maison, c'est à moi d'y penser, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu le disais, si c'est pas dès le départ dans l'éducation ou en tant que petit garçon on t'apprend à faire les choses, c'est compliqué derrière toi en tant qu'adulte de devoir apprendre à ton mec, à ton partenaire, à ton mari de faire des trucs qu'il est censé avoir appris quand il était plus jeune, ne serait-ce que quand il a vécu tout seul par exemple. Oui, c'est ça. C'est effectivement de se dire que notre conjoint, il est l'égal de nous, en fait, et c'est pas à nous de lui apprendre comment on tient une maison, en fait. C'est vraiment aux hommes aussi de se responsabiliser et de pas attendre que ce soit encore une femme qui vienne leur apprendre à faire une lessive ou on range l'aspirateur. Enfin, on a des témoignages, nous, sur Ta Pensée A qui sont affolants Enfin, c'est des hommes qui vivent dans une maison depuis des années et qui savent pas où se rangent les torchons. Enfin, c'est des choses, parfois c'est des choses ahurissantes, quoi, de se dire, mais, enfin, il y a vraiment un gros travail à faire aussi sur les hommes et leur implication dans le foyer. Et j'avais vu aussi quelques témoignages aussi, par exemple, de professionnels de santé qui parlaient justement, par exemple, des fois, quand les enfants sont malades, c'est les pères qui les emmènent et j'avais vu du coup des professionnels de santé qui disaient qu'ils étaient vraiment étonnés et fatigués de voir que dans pas mal de cas, bon, heureusement, c'est pas dans tous les cas, mais dans pas mal de cas, il y a des pères qui viennent et qui, pour, par exemple, le poids de l'enfant, la taille de l'enfant, ou même des habitudes que l'enfant a, en fait, ils savaient pas et ils disent, il faut que j'appelle ma femme pour qu'elle me dise. Alors que c'est le père qui a pris du temps pour emmener l'enfant et que donc la mère n'a potentiellement pas pu prendre de rendez-vous. Mais il faut quand même appeler et déranger pour demander des informations que le père pourrait connaître puisque il est impliqué normalement de la même façon que sa femme dans la vie de ses enfants et dans la vie du foyer, quoi. Oui, c'est ça. On a pas mal de témoignages aussi. Alors pas forcément sur le côté médical, mais aussi sur des pères qui ne connaissent pas des choses basiques sur leur enfant. Ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup à la rentrée des classes où il y a les petites fiches de renseignements que les professeurs faut remplir. Où c'est des informations basiques sur les enfants avec leur date de naissance, leur lieu de naissance, leurs allergies alimentaires, enfin des choses vraiment très basiques et où on a des témoignages de femmes qui nous disent que j'ai voulu que ce soit mon conjoint qui fasse cette tâche-là de remplir et il a été incapable de remplir des informations très basiques sur notre enfant. Donc ça aussi c'est un problème, c'est que les pères, alors encore une fois il y a des pères qui font très bien leur boulot de père, hein, mais il y a des pères qui sont complètement déchargés de leurs tâches et de leur rôle parental et qui ne prennent pas du tout ça en compte. Oui, effectivement, d'emmener son enfant chez le médecin, c'est bien. Maintenant, il faut savoir pourquoi on l'emmène chez le médecin, quels sont ses symptômes, quelles sont ses allergies, plein de choses sur son enfant, quoi. Mais ça, c'est un problème qui apparaît,
la charge mentale, elle explose vraiment à l'arrivée du premier enfant parce qu'il y a beaucoup plus de choses à penser, beaucoup plus de choses à faire. Et le fait qu'en France, on ait des congés parentaux qui soient aussi différents pour la mère et le deuxième parent, c'est vraiment un problème. Parce que la mère se retrouve très rapidement seule avec son bébé. Et du coup, elle se retrouve à tout gérer toute seule. Parce qu'elle est à la maison avec son bébé et que du coup, elle apprend à le connaître, elle apprend les gestes aussi pour s'en occuper, ses habitudes ou quoi. Le père, lui, en tout cas le deuxième parent, il va retourner au travail très vite. Et du coup, il va très vite, en fait, ne pas prendre ces habitudes-là. Il va retourner à sa vie normale d'avant bébé. Et du coup, il va beaucoup moins s'occuper de son enfant au quotidien. Et du coup, ça crée déjà ces inégalités dès tout petit dans la vie de l'enfant. Et du coup, est-ce que parmi les témoignages que vous avez pu recevoir, vous savez pourquoi aussi les femmes continuent d'accepter ça? Parce que la société change quand même. On n'est plus dans les années 50 où effectivement les femmes assumaient quand même le foyer, travaillaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et pour autant, ça continue. Et les femmes continuent d'accepter, entre guillemets, cette charge mentale. Est-ce que tu sais un peu pourquoi? Nous, ce qu'on constate au sein du collectif, c'est que c'est quand même de moins en moins accepté. On a de plus en plus de personnes aussi, même dans nos commentaires, dans les commentaires sous les posts, qui nous disent « ouais, moi, j'accepterai pas ça ». Enfin, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience de la part des femmes. Après, effectivement, c'est compliqué au sein de son couple, au sein de son foyer, de faire changer certaines choses. Peut-être qu'il y a la peur de certaines choses, la peur du regard de l'autre, la peur du regard de la société, peut-être aussi. La société, elle est là, elle a un regard sur nous qui est très fort, qui est très prégnant, qui nous impose des stéréotypes genrés. C'est parfois pas évident de se sortir de ces stéréotypes, de ces rôles-là. Par exemple, si on sorti il y a quelque temps des périodes de Noël, on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui nous disaient, moi pour Noël, je me retrouve à tout gérer, le repas, les cadeaux, absolument tout. Et elle nous disait que c'était très compliqué pour elle d'arrêter de s'occuper de tout ça, parce que elle se sentait aussi la charge en fait que leur famille passe un bon Noël. Et elles se disent si moi je ne fais pas cet effort-là, personne ne va le faire. Et quelque part j'ai peur que ça me retombe dessus, qu'on me reproche de mal m'occuper de ma famille ou quoi. Donc il peut y avoir cette pression de la société qui fait que parfois on a plus de mal qu'on continue d'accepter certains comportements. Ça peut être une piste. Et finalement, on intériorise aussi que c'est à nous de faire certaines choses et ça perpétue un peu ce cercle vicieux. Oui, c'est ça, oui. Mais encore une fois, les femmes, je pense vraiment que les femmes prennent conscience qu'il y a des problèmes dans leur couple, dans leur foyer, et qu'il faut essayer de mieux répartir les tâches domestiques, la charge mentale, l'éducation des enfants. Mais maintenant, la société les aide vraiment pas. Que ce soit avec les congés maternité, les congés paternité, que ce soit avec la vision du travail salarié aussi qu'on a aujourd'hui. Les femmes globalement sont moins payées, elles travaillent plus souvent à temps partiel, donc elles prennent encore plus cette habitude-là de s'occuper de leur foyer, de gérer leur foyer. Alors que oui, les hommes restent c'est beaucoup plus rare pour un homme de prendre un temps partiel pour s'occuper de ses enfants le mercredi, par exemple. Mais ça aussi, dans les entreprises, il faut aussi changer un petit peu la vision qu'on a des parents dans l'entreprise. De se dire, oui, quelqu'un qui va quitter un peu plus tôt à 16h30 parce qu'il a ses enfants à récupérer à l'école. C'est normal que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Les écoles, les professeurs des écoles ont pas une responsabilité, mais ils ont aussi plus facilement tendance à appeler les mères quand l'enfant est malade ou quand il faut venir le chercher. Donc ça aussi, c'est des petites choses qu'il faudrait changer aussi, d'appeler peut-être en priorité les pères, ou en tout cas à voir en fonction du fonctionnement de chaque famille. Ouais, c'est vrai que moi je travaille en crèche par exemple et c'est vrai que la plupart du temps en fait on appelle le premier numéro et en fait c'est toujours le numéro de la mère qui est rentré en premier numéro alors qu'en fait l'enfant a ses deux parents et les deux parents devraient pouvoir répondre au téléphone
et nous dire si oui ou non quelqu'un peut venir chercher l'enfant s'il y a un problème, ou réagir quand on les appelle parce que l'enfant a un souci à la crèche, et c'est vrai que on le fait pas forcément. Les numéros sont rentrés comme sur la fiche de renseignement finalement, et c'est quasiment toujours le numéro de la mère qui est rentré en premier, et donc c'est quasiment toujours la mère qu'on appelle en premier, et c'est vrai qu'on devrait changer ça. Après, c'est des petites choses, mais petit à petit, en faisant ces petits gestes petit à petit, on va pouvoir changer certaines habitudes aussi. Donc, Oui, c'est sûr. Après, effectivement, je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire au niveau de la société, comme tu le disais, au niveau du travail. Je pense que il faut que chacun fasse des petites choses à son échelle, mais il faut vraiment qu'il y ait aussi au niveau de la société, des entreprises, etc., que les choses elles changent. Et c'est ça qui va aussi peut-être donner un élan et aider les gens à pouvoir, par exemple, aider les femmes à avoir moins de charge mentale, parce que ça deviendra finalement quelque chose de normal. Et il y aura plus vraiment de questions à bah oui, mais c'est ma femme qui gère, ou bah oui, mais moi je suis au travail donc je peux pas gérer les enfants, il faut voir avec leur mère, etc. Peut-être que ça donnera un élan effectivement si c'est quelque chose qui est fait au niveau de la société tout entière. Oui, c'est ça. Nous, on pense vraiment au sein du collectif qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut vraiment rééquilibrer l'importance qu'on donne au travail salarié d'un côté et au travail domestique. Le travail domestique, donc ce travail qui est invisible et que les femmes, dans leur grande majorité, font pour leur foyer, il est très très peu valorisé. Faire le ménage, faire la poussière, emmener les enfants à l'école ou quoi, c'est très très peu valorisé dans la société. Pour une femme, c'est quelque chose de normal. On le fait parce que on le fait, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui est très très très, très peu valorisé. Alors qu'au contraire, le travail salarié, le travail à l'extérieur, ça c'est quelque chose qui socialement valorise. Donc de revoir un petit peu cet équilibre-là et de se dire que faire tourner son foyer, s'occuper de ses enfants, connaître ses enfants, leurs habitudes, et s'occuper de sa maison, de son foyer et des tâches domestiques, c'est aussi important dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, que son travail salarié. Il y a vraiment cet équilibre-là qui doit être revu par la société, par les entreprises, pour que les problématiques de charge mentale, alors elles disparaîtront pas tout d'un coup, mais ça aidera vraiment à une meilleure répartition de la charge mentale et des tâches domestiques. Et d'ailleurs, tu disais qu'avec le collectif, vous organisiez des événements notamment. Qu'est-ce que vous faites en plus de relayer justement les témoignages ou de donner des conseils ? Alors pour l'instant, nous, on n'a encore rien organisé vraiment, mais on participe aussi à d'autres événements organisés par d'autres associations, que ce soit à des tables rondes. On a participé à un festival féministe en septembre de l'année dernière sur Strasbourg, dans le cadre justement d'une table ronde sur la déconstruction. Donc voilà, nous, notre but, c'est vraiment, dans un premier temps, de redonner la parole aux femmes sur les sujets de charge mentale, de tâches domestiques. Donc ça, on le fait via le compte Instagram. Et après, c'est d'essayer aussi de faire parler un peu plus de ces sujets-là. Le domestique, c'est un sujet qui est très très peu abordé par les grands médias. C'est quelque chose dont on ne parle pas en fait, quasiment pas. Ça commence à changer un petit peu. Nous, notre but, c'est qu'on en parle de plus en plus, que cette charge mentale, elle devienne plus visible et que, au fur et à mesure, les mentalités changent un peu. Oui, parce que finalement, c'est invisible tout ce qui se passe au niveau du foyer, mais c'est essentiel autant que travailler à l'extérieur, gagner de l'argent, etc., pour faire vivre ce foyer, justement. Oui, c'est ça. Faire les courses, faire le repas et faire la vaisselle derrière, c'est indispensable. C'est quelque chose qui n'est pas valorisé du tout, sauf quand on est un grand chef 3 étoiles. Mais de faire la cuisine du quotidien, c'est extrêmement important. On a tous besoin de manger, il faut bien que quelqu'un fasse les repas et s'occupe aussi de faire les menus, de tenir le budget et de tout ce qui va avec. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé. Donc ça, on pense qu'il faut que ça change et que de se dire que oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai prévu mes menus de la semaine, j'ai été faire les courses et j'ai commencé à préparer les repas. C'est important pour le fonctionnement de son foyer et donc pour le fonctionnement de la société aussi. Ouais, je suis bien d'accord avec tout ça. Et je voulais rebondir justement sur, par exemple, quand on dit que c'est pas valorisé finalement le travail qu'on fait à la maison. C'est vrai que souvent on entend, par exemple, les mères au foyer, oui, mais elle est à la maison toute la journée, elle travaille pas. Alors qu'en fait,
quand on regarde par exemple les mères au foyer, quand il y a un ou même plusieurs enfants, finalement, à la fin de leur journée, elles sont autant épuisées, voire même parfois plus épuisées que, par exemple, le père qui est allé travailler à l'extérieur et qui, lui, a aussi eu son travail, mais finalement, vraiment être mère au foyer et s'occuper de son foyer, c'est un vrai job. Et ça prend de la place et ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est pas du tout valorisé. Je trouve que les mères au foyer sont beaucoup moins vues que beaucoup moins bien vues, que quelqu'un qui va bosser dans une entreprise et qui rentre le soir ensuite chez lui. Ah bah oui, il travaille toute la journée et quand il rentre chez lui, il faut qu'il s'occupe des enfants. Oui, mais du coup, la femme au foyer, elle s'occupait toute la journée des enfants. Et le soir, elle va aussi s'en occuper. Donc finalement, sa journée, elle commence quand elle se réveille et quand ses enfants se réveillent et elle se termine quand ses enfants se couchent, quoi. Et encore pas tout le temps parce qu'après, parfois, il faut aussi ranger à la maison et prévoir la journée du lendemain. Voilà, c'est pas du tout bien valorisé, je trouve. Oui, c'est ça. Le travail de mère au foyer, c'est quelque chose qui est épuisant parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, en plus, comme on est au foyer toute la journée, on est encore plus peut-être jugé sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que si le week-end on reçoit quelqu'un pour un apéro ou quoi, si maintenant la maison est pas impeccable ou quoi, on va peut-être encore en plus se prendre une réflexion. On va nous dire ouais, t'es à la maison toute la semaine, t'aurais pu nettoyer un peu plus ou quoi. Il y a aussi cette problématique du terme sur le congé maternité. Enfin, congé maternité. Toutes celles qui ont vécu un congé maternité savent que c'est pas du tout un congé. On se repose pas, non, que ce absolument soit pas. avant l'accouchement ou après. Enfin, on se repose pas du tout. Et très vite, on se retrouve seul avec un bébé qu'on connaît pas, qu'on comprend pas forcément. Enfin, c'est très très compliqué. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire, encore, on se dit congé maternité, ça va, t'es à la maison toute la journée avec un bébé qui dort. C'est pas très compliqué, quoi. Alors que si, c'est vraiment épuisant. Donc il y a peut-être aussi un changement de vision à avoir sur ce qu'être en congé maternité ou mère au foyer ou parent au foyer. Ouais. Mais c'est vrai que la parole, effectivement, des femmes commence aussi beaucoup plus à se libérer là-dessus. On entend beaucoup moins de témoignages très lisses de femmes qui disent oh, être maman c'est super et tout ça. On entend quand même plus effectivement des femmes dire c'est bien, enfin c'est génial, mais c'est très difficile aussi. Et ça, je pense que c'est important aussi pour faire changer un peu la vision que peut avoir la société de ce qu'est devenir parent, devenir mère, s'occuper d'un enfant, tout en travaillant ou pas d'ailleurs, à quel point c'est difficile. Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate aussi. Il y a une vraie libération de la parole des femmes depuis quelques années sur tous ces sujets-là, de dire la maternité, ouais, c'est super, ou ça l'est pas. Il y a aussi des femmes qui témoignent et qui disent moi je regrette ma parentalité aujourd'hui parce que pour des tas de raisons, il y a des bouquins, il y a pas mal de témoignages là-dessus aussi de personnes qui disent si aujourd'hui je devais choisir ou pas d'avoir un enfant, je referais peut-être pas le même choix. Donc c'est bien que cette parole-là elle se libère pour donner aussi aux femmes d'autres modèles à suivre et qu'elles puissent se retrouver un peu plus dans une vie qui va leur convenir et pas forcément suivre les sentiers tout tracés qu'on a depuis toujours, quoi. Donc ouais, la libération de la parole, c'est très très important et c'est là de plus en plus. Ouais, et puis c'est déculpabilisant aussi parce que je trouve aussi que dans la charge mentale que les femmes elles peuvent porter, il y a beaucoup de culpabilité aussi qui en découle par exemple pour prendre l'exemple de la maternité, tout ce qui est les femmes par exemple qui parlent du regret maternel, etc., vont culpabiliser et jusqu'à je trouve il y a pas très longtemps on n'en entendait pas du tout parler, alors que finalement il y a quand même un nombre de femmes qui parlent de regret maternel ou qui disent effectivement moi ça a été très compliqué mais j'en ai jamais parlé parce qu'elles se sentaient seules et isolées dans cette souffrance finalement, alors que maintenant là on commence à en entendre parler et on entend dire qu'effectivement être mère c'est pas forcément facile, il y a des choses qui sont très compliquées à vivre et que c'est pas des cas isolés. Finalement, il y a beaucoup de femmes qui sont en galère dans leur maternité parce que c'est un chamboulement total et que c'est pas forcément évident à vivre. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment bien. Je trouve que la parole se libère effectivement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de culpabilité encore chez les femmes quand elles sortent un petit peu de la norme. Et donc ces prises de parole là, elles sont importantes
parce qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas anormal de penser ce qu'on pense. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est quelque chose aussi que nous, on ressent sur le compte Instagram, sur le collectif. On a des messages de personnes qui nous disent « C'est important ce que vous faites parce que même si vous donnez pas de solution concrète, je me sens moins seule. Je suis pas toute seule dans ce cas-là. Il y a d'autres personnes qui traversent la même chose que moi et je vais essayer du coup peut-être moi de trouver des solutions. Mais ouais, de pas se sentir seule, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous et qui ressentent la même chose que nous, c'est très très important. Ouais. Oui, puis avec par exemple d'autres sujets sur lesquels on a pu discuter avec des professionnels ou même des témoignages qu'on a reçus nous pour les épisodes de podcast, on se rend compte vraiment que les témoignages et puis le fait de pas se sentir seul, ça fait vraiment du bien. Et comme tu le disais, ça peut permettre ensuite à la personne de chercher des solutions, même si on lui a pas forcément donné, mais en tout cas de donner un élan pour chercher des solutions et de se dire en fait je suis pas folle par exemple, ou c'est normal ce que je peux vivre, ça arrive à d'autres personnes et il y a des solutions qui existent et on va les trouver et voilà. Donc vraiment c'est important, je trouve, vous, votre collectif et d'autres associations par exemple aussi, d'avoir des comptes où on peut voir tous ces témoignages, où on peut discuter de ce qu'on ressent, par exemple avec vous, de la charge mentale, etc. Et c'est hyper important, je trouve. Oui, c'est ça, d'ouvrir la parole sur pas mal de sujets dans la sphère féministe ou quoi. Il y a pas mal de sujets sur lesquels la parole s'est vraiment libérée ces derniers temps et où il y a des espaces en fait où les personnes peuvent témoigner, discuter entre elles. Ça a vraiment, je pense que ça date peut-être du premier confinement en 2020. Enfin, moi, je l'ai ressenti vraiment à ce moment-là où il y a eu vraiment où il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées ou et où du coup on a pu vraiment beaucoup plus discuter de certains sujets, ouvrir la parole, ouvrir la discussion. Et du coup, sur beaucoup de thématiques. Et encore une fois, c'est hyper important de retrouver des personnes qui pensent la même chose que nous, qui ressentent la même chose que nous et qui vivent finalement la même chose que nous. Je me demandais, tu sais, justement, on parle de mieux répartir la charge mentale. Au-delà du fait que ça te prend beaucoup d'espace et que c'est fatigant, est-ce que ça a d'autres impacts négatifs, justement, d'avoir autant de charge mentale pour les femmes ? Alors ça a d'autres impacts négatifs, ça peut les freiner. Alors tout bêtement, ça peut les freiner dans leur carrière professionnelle. Ça, c'est un impact aussi qu'on constate. C'est que vu que les femmes savent qu'elles portent la charge mentale et la charge domestique de leur foyer, certaines, pas toutes, mais certaines vont se freiner un petit peu dans leur carrière professionnelle. Elles vont refuser une promotion peut-être, ou elles vont peut-être justement pas avoir accès à cette promotion dans leur entreprise parce qu'elles seront à temps partiel pour s'occuper de leur foyer et de leurs enfants. Ou elles vont elles vont pas se projeter sur un poste un peu plus loin de chez elles parce qu'elles savent que le soir elles vont devoir rentrer plus tôt pour s'occuper des enfants. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que les femmes vont prendre en compte pour leur avenir professionnel aussi, qui va être lié à leur foyer. Donc, et les hommes ne se posent pas forcément ce genre de questions. Un homme, quand on va lui dire est-ce que tu veux une promotion, mais ça implique que tu rentres chez toi le soir à 19h, il va dire oui. Une femme, elle va réfléchir un peu plus. Elle va se dire mais rentrer le soir à 19h, c'est compliqué, j'ai les enfants, comment je vais faire? Donc ça peut être une conséquence négative. Après, effectivement, la fatigue, l'épuisement, le stress, ça peut causer des troubles vraiment psychologiques aussi, de porter toujours son foyer et puis de porter la responsabilité de certaines choses et puis peut-être de se sentir seule aussi, de pas se sentir soutenue par son conjoint. Ça peut avoir des conséquences sur la psychologie de certaines femmes. Ok, oui, parce que finalement, la charge mentale, ça revient un peu à penser à tout le monde avant de prendre la moindre décision, alors que quand t'es pas chargé, justement, tu penses à toi, à ton intérêt en premier, et voilà. C'est ça, c'est que les femmes, dans les témoignages en tout cas qu'on reçoit, et même dans certaines études, on constate que les femmes vont d'abord faire passer leur foyer, leur famille, avant leur propre bonheur. Est-ce que Nina, toi, il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter avant qu'on stoppe l'enregistrement? D'ajouter, pas forcément, à part que la charge mentale, c'est une problématique qui va toucher tout le monde. La meilleure répartition
des tâches domestiques, de la charge mentale, c'est pas qu'une affaire de femmes. C'est même plus une affaire d'hommes, en l'occurrence, qu'une affaire de femmes. Nous, ce qu'on voit sur Tapenséa, c'est qu'une grande majorité des personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, ce sont des femmes. C'est ce que constate la majorité des comptes féministes ou des contenus féministes. C'est souvent des femmes qui sont les premières consommatrices de ces contenus-là. Nous, dans nos posts, on essaye de s'adresser aux hommes. Parce que c'est aussi d'eux que va venir le changement. Les femmes, elles gèrent déjà tellement de choses que c'est encore trop de leur demander de prendre à bras-le-corps le problème et d'essayer, elles, de trouver des solutions. Elles peuvent être moteurs de ces solutions-là, mais il faut absolument que les hommes, dans le cadre du couple hétéro, bien sûr, il faut absolument que les hommes prennent conscience de ces inégalités-là et qu'ils agissent en conséquence. Qu'ils aient eux aussi ce déclic-là et qui prennent leur part, en fait, de tâches domestiques et de charge mentale dans leur foyer. Merci beaucoup, Nina. De rien, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. On espère que cet épisode vous aura plu. Et pour plus de conseils et de témoignages, n'hésitez pas à suivre le collectif Tapenséa sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trucs de Meufs. Ciao les meufs!